Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et bien entendu avec Philippe David, mon co-anime. Ça va Philippe David? Ça va très bien, et vous? Oui, vous avez l'air en forme aujourd'hui. On essaye. On essaye. On a passé le haut du col le mercredi, c'est la moitié de la semaine, et là on commence à être dans la descente et on est en pleine forme. D'accord, toujours. Autour de cette table, excellent Eric Revel. Bonsoir Eric. C'est trop gentil Cécile, bonsoir. Comment ça va cher Eric? Grande forme, c'est vacances. Ouais, vous avez le teint râlé? Un petit peu, moi je m'aime pas trop au soleil. Moi c'est l'île de Ré, voilà, c'est mon coin. C'est beau, coin l'île familial. De Ré. Où ça l'île de Ré? À la Couarde. À la Couarde. La Couarde, qui est le village au centre de l'île. Ouais. Voilà, j'ai toute la famille de ma mère là. Voilà. C'est très beau. Et donc vous avez fait du vélo? Charmant, j'ai fait du vélo, mais il y a trop de monde. Ah, il y a trop de monde l'été, ouais, c'est ça. On devrait interdire l'île de Ré quand Eric Revel y est. Non. Ah non, mais si, on devrait l'interdire. Non, mais entre ceux qui roulent avec des vélos à moteur, ouais, bah oui. mamie qui promène son petit gamin, les roulottes, vous savez, les petites roulottes derrière, avec les chiens, les gamins. Bah, tout ça. Interdit, je vous le dis, à partir de l'année prochaine. Il faut changer d'île, mesdames et messieurs. Non, il faut y aller en décembre, quoi, pas en juillet, en août. Oui, c'est ça, allez-y en décembre. Puis, Sébastien Ménard est avec nous. Ça va, Sébastien Ménard? Bonsoir. Ouais. Bonsoir à tous. Comment ça va Sébastien? C'était bien? C'était court chez vous les vacances aussi? C'était oui, j'ai eu des vacances studieuses, on dira ça comme ça. Très bien, écoutez, ça vous change. Allez, chers amis, au sommaire de cette émission, on va revenir sur l'agression au couteau à Marseille. L'auteur, un Tunisien déjà condamné pour violence, disposait d'un titre de séjour renouvelé en 2022 pour 10 ans. Alors cette question, faut-il supprimer les titres de séjour des étrangers à la première condamnation? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300, et moi je vous pose cette question, oui. Est-ce que moi je pense que la France doit être plus répressive envers ceux qui ne se montrent pas dignes de son accueil? Et puis toujours sur cette agression au couteau, direction Tunis qui dénonce le meurtre injustifié de son ressortissant neutralisé par la police à Marseille. Et on vous pose cette question, meurtre injustifié pour le pouvoir tunisien, ambassadeur convoqué, est-ce une provocation contre la France? Vous dites oui à 98%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et moi je me demande si maintenant la Tunisie fait pas de l'imitation de l'Algérie dans la politique de camouflet envers Paris. Voilà, on va en parler un peu plus tard, mais tout de suite c'est le grand débat. Il faisait l'objet d'un criblage dont il ressortait que l'individu n'apparaissait pas radicalisé, mais souffrant de troubles psychiatriques. Je suis assez effaré que pour ce gars qui manifestement n'était vraiment pas un cadeau pour notre pays, on lui ait fait un titre de séjour jusqu'à 2032. Moi, je trouve qu'on devrait retrouver l'agent qui a délivré le titre de séjour à ce garçon et lui demander des comptes. Les vraies voix Sud Radio. Eric Revel, la question se pose sur les titres de séjour, forcément. Là, quand on regarde le pédigré de ce jeune homme, on se pose des questions avec un renouvellement de titres. Quelle est la bonne solution, en fait? Écoutez, je pense que d'abord, je vais vous citer un chiffre pour vous montrer quand même dans quel état on se trouve. Il y a eu 344 000 titres de séjour délivrés l'année dernière. 344 000 titres de séjour. Dans ces 344 000 titres de séjour, combien ont des profils inquiétants? En fait, personne ne le sait. En fait, personne ne le sait parce qu'il n'y a pas de suivi. Dans le cas de cet assassin, il a blessé 5 personnes, dont une qui était en urgence absolue pendant un temps. Absolument. Il a été condamné à 4 ans de prison. Dont 1 an ferme. Il n'a pas fait un seul jour parce qu'il a interjeté appel. Bien. Il avait poignardé son neveu qu'il soupçonnait d'être homosexuel. Il a proféré des menaces antisémites en pleine dans une mosquée. Une mosquée, oui. Il battait son ex-femme qui a témoigné à plusieurs reprises dans les médias. Et en fait, il n'avait pas vraiment de travail non plus. Il n'a jamais vraiment travaillé. Il n'a vraiment jamais travaillé. Donc, en fait, dans ce pays, on délivre des titres de séjour à des gens qui visiblement n'ont pas de travail ou bénéficient peut-être de l'AME, l'aide médicale d'État, probablement. Donc moi je vais vous dire,
je pense que, vu ce pédigré, il aurait fallu lui retirer son titre de séjour. Je rappelle quand même que le fait que les titres de séjour courent sur 10 ans, puisque le sien court jusqu'en 2032, c'est une loi socialiste qui avait estimé que une fois que alors je rappelle quand même que vous pouvez être immigré illégal, rentrer de manière illégale sur le territoire et obtenir un titre de séjour. Hein. C'est assez bon. Donc je pense que ce cas-là, le cas de ce type, c'est un cas d'école dans le sens où en fait il incarne toutes les faiblesses, tous les trous dans la raquette qu'on a dans ce pays, des trous judiciaires, des trous administratifs, des trous d'assimilation. Enfin, ce cas d'école, il est absolument incroyable. Oui, rien de vent, en fait. Il s'est fait refouler d'Italie, donc il est venu en France. Bah voilà, très bien. Il habitait dans un quartier que je connais un peu, puisqu'on parlait de l'île de Ré, à Périgny, à côté de La Rochelle. Il était tellement violent avec son ex-femme qu'elle n'a pas voulu porter plainte de peur qu'il la tue. Enfin, c'est ça quand même. Oui. Bon, donc si vous voulez, soupçonne aussi d'un mariage arrangé, vu la différence d'âge. Oui, alors là aussi, il est devenu légal sur le terrain parce qu'il s'est marié. Ça me fait penser à ce qui s'est passé avec Robert Ménard à Béziers, qui attend, je crois... Et également à Valence. À Valence. Ou à Porte-les-Valences. Donc, en fait, vous voyez le nombre de trous qu'on a dans la raquette. Enfin, c'est absolument incroyable. Donc moi, je vais vous dire, vu le pédigré du type, oui, on aurait dû... Il est condamné à 4 ans de prison, mais on lui retire son titre de séjour. Absolument. Mais il a eu son titre de séjour après la condamnation c'était en 2023. Il a eu son titre de séjour renouvelé en 2022 et la condamnation était en 2023. Mais voilà. Sébastien Ménard. Il y a un tabou français. Enfin, derrière ce que Éric Revel décrit de manière. Enfin, je suis factuel, hein, Sébastien. Non, mais je me suis un peu enflammé, mais je suis factuel. Non, mais je vous trouve, Éric, très poli. Voilà. Bon. Pour une fois. Vous parlez, vous parlez de trous dans la raquette. Ça va pas durer, ça va pas durer. Vous parlez de manquement, de trous dans la raquette, etc. Ne le lancez pas. Hein. Mais vous avez l'art de l'euphémisme. Ce qui se passe là est grave, est extrêmement grave. Ce qui est d'autant plus grave, c'est qu'une fois qu'on a dit tout ça, et vous l'avez dit très calmement, très posément et très respectueusement, pour ne pas sombrer dans les excès qu'on va entendre ou qu'on entend déjà, à la droite de l'échiquier politique. Mais en vrai, c'est très grave ce qui se passe là. C'est très grave parce que c'est un cas d'école, mais c'est malheureusement pas un cas isolé. C'est pas l'exception qui confirme une règle qui fonctionnerait parfaitement. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on est dans un pays où il y a un tabou, l'immigration. Ah oui. Et je fais partie des rares centristes qui disent depuis 20 ans, c'est parce qu'on n'a pas été et à droite et à gauche, dans la droite de gouvernement, dans la gauche de gouvernement, parmi les centristes de gouvernement, étaient capables finalement d'adresser des sujets qui ne sont pas des sujets d'extrême gauche ou des sujets d'extrême droite, qui sont des sujets de société, qui sont des sujets qui correspondent à ce que, je dirais, un homme politique responsable, d'où qu'il vienne, doit être capable d'implémenter dans sa manière de penser, dans sa manière de programmer et dans sa manière de s'engager. Vous aussi, je vous trouve très gentil, hein, Sébastien Ménard. Mais c'est ça le problème. Déjà, revenons à la genèse. Je vais commettre un blasphème. Donc je vous préviens, on peut aller chercher les défibrillateurs. Le mot frontière. Ce type est rentré en 2018 clandestinement d'Italie. Comment se fait-il qu'il ait pu rentrer ? Parce qu'il n'y a plus de frontières. Moi, je vais vous le dire, cet été, j'ai passé la frontière entre la France et l'Espagne, la frontière entre la France et l'Italie. J'aurais eu 50 kilos de chenouf, 10 kalachnikovs et 4 clandestins. Je passais comme une fleur. Donc déjà, ça, c'est la première question. Mais en France, on met des frontières pour aller acheter une baguette de pain pendant le Covid, où il faut faire son autorisation de sortie. Par contre, les frontières, c'est open bar. Le problème, c'est que la frontière, c'est devenu totalement tabou. On rêve d'un monde sans frontières, le libre-échange. C'est l'Europe. Ah oui, parfois, il faut savoir dire non à l'Europe, cher ami. Et ça, c'est mon premier point de vue. J'avais pas dit oui. La deuxième chose... Il vous reste 30 secondes. Ça, c'est rapide. La deuxième chose, c'est quand même qu'avec un pédigré comme ça, il était cocaïnomane, il était toxicomane, il avait un problème d'alcool. Il n'a jamais travaillé. Mais il avait un problème des troubles. Oui, mais alors, il avait un problème pour payer l'hôtel, ce qui a causé ce qui s'est passé avant-hier. Mais question, qui a payé l'hôtel pendant des mois quand il travaillait pas ? Vous et moi. Oui, ça veut dire que c'est quand même gravissime. Mais dire ça, c'est aussi blasphématoire. Mais vous savez, Philippe,
pour la gauche aujourd'hui, même si certains à gauche, dans la gauche républicaine, commencent à aborder ce sujet tabou, vous avez raison. L'immigration, c'était le repoussoir commode. Parce que quand vous parliez d'immigration, vous étiez quelqu'un d'extrême droite, voire de fasciste. Oui. Et évidemment, voire même nazi, les heures les plus noires de notre histoire. Et comme on a été, comme on a poussé, vous voyez, arrosé par l'engrais de la culture de gauche, en fait, on culpabilisait presque à l'idée de parler d'immigration. Mais tout ça est en train de tomber. Je vais vous dire, on ne connaît pas vraiment le nombre d'illégaux qu'il y a en France. On dit 600 000, 900 000, j'en sais rien. Mais là, sur l'histoire des titres de séjour ou du droit d'asile, en fait, on est en train de s'interroger sur la conséquence. Mais la cause, vous avez raison, Philippe, la cause, c'est les frontières, la cause, ce sont les frontières. L'idéologie. L'Allemagne a remis en place des frontières il y a quelques semaines. Donc, en fait, c'est un sujet qu'il faudra aborder. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait dit pendant sa campagne que Schengen, il fallait réformer. Bon, tout ça est passé à la trappe comme le reste. Mais vous avez raison, le problème de départ, c'est celui-là. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Si vous voulez commenter, vous êtes les bienvenus, 0826 300 300 sur cette politique qu'on évoquait avec le Tunisien condamné et qui disposait d'un titre de séjour renouvelé en 2022, alors que il avait déjà un passif assez important. Allez, on en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et Philippe David, bien entendu, autour de cette table, Sébastien Ménard est avec nous, Éric Revel et vous au 0826 300 300. On revient sur ce titre de séjour de l'auteur je vais y arriver aujourd'hui, qui a été condamné pour des violences, avec ce numéro de téléphone 0826 300 300. Et c'est Olivier qui nous appelle de Levallois-Perret. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir à vous tous, merci de me recevoir. Vous vouliez réagir, Olivier? Oui, alors, au début, quand j'ai vu le sujet de l'émission, je me suis dit, oui, je suis d'accord, mais quand même, il faut que ce soit circonstancié. Puis je me suis rappelé qu'en France, pour être condamné, il fallait quasiment égorger père et mère avant d'avoir quelque chose d'inscrit à son casier judiciaire. Donc, je me suis dit, ok, c'est bon, dès qu'il y a condamnation, effectivement, on peut retirer le titre de séjour à quelqu'un qui, effectivement, n'a pas respecté les règles. Du coup, je me suis rappelé que ça pourrait être vrai aussi de condamner de façon un peu plus rapide, même des gens qui n'étaient pas des étrangers. Du coup, je me suis rappelé qu'il fallait que je mette en gros que je vote pas Front National aux prochaines élections, parce que si ça continue, c'est ce que je vais faire. Il y a une espèce de logique qui fait qu'on s'amène à dire, moi, je m'en fous de voter Front National, c'est pas la question, mais l'offre, c'est de dire quel est celui qui va prendre en compte ce que j'aimerais être juste une logique. On prend une tape sur les doigts quand on fait un petit truc, on en prend une grosse quand on en a un gros, mais il faut prendre une tape sur les doigts. Toutes les neurosciences et les gens qui s'occupent de sciences cognitives disent que notre cerveau est fait pour travailler la main avec le crayon, donc on n'apprend pas à écrire avec une tablette informatique, et le monde étant ce qu'il est, les contraintes physiques et les contraintes même sociales étant ce qu'elles sont, on doit subir une punition, ressentir que ce qu'on a fait a des conséquences dès la première infraction. Ça doit être adapté. À 4 ans, on m'explique. À 10 ans, on me punit. À 18 ans, on me met en prison ne serait-ce que 3 jours. Et à la limite, si la prison, c'est un préfabriqué pour un gamin qui a volé un scooter, je m'en fous. Il n'y a pas besoin d'être dans un Fort Knox. Du coup, on pourrait peut-être en construire quelques-unes qui seraient beaucoup plus light et qu'on pourrait avoir. Ah oui, d'accord, Olivier. Quand vous n'avez pas tué quelqu'un, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Et alors, petite remarque, par contre, là, pour le coup, plutôt orienté, peut-être orienté droite, mais les Nicolas qui travaillent, dont je fais partie, mais j'en ai parlé beaucoup autour de moi, on a l'impression qu'il y aurait 2 poids, 2 mesures. Si moi, je faisais la moitié du tiers qu'a fait ce mec-là, je pense que j'aurais déjà été puni. Certainement. Je rebondis sur ce que vous avez dit, Olivier, et je me tourne vers Éric Revel. Le problème aussi, c'est le temps judiciaire. Entre le moment où, le procès, l'appel, le truc, et en attendant, ils sont dehors, c'est un vrai souci aussi. Bien sûr. Alors, évidemment, moi, je suis pour l'état de droit, je défends l'état de droit, mais alors, dans le cas d'espèce, l'état de droit était parfaitement respecté. Hein, si je veux être un peu ironique et cynique, pour le coup. Mais est-ce que, justement, ça pose pas une question? Je vais vous donner un autre exemple. Excusez-moi, mais l'état de droit marche de travers. La rêve party dans l'Aude, là, vous avez vu la rêve party. Alors, on a noté qu'il y avait beaucoup de plaques minéralogiques espagnoles et italiennes. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Italie, il y a 2 ans, ils ont pris une mesure contre les rêves party.
vous êtes condamné à la prison ferme si vous allez violer une propriété privée en Italie pour faire une rave party, avec des fortes amendes. Bah, les Italiens, ils viennent en France, c'est ça aussi la libre circulation. C'est l'Europe. C'est l'Europe. La libre circulation, l'Italien, au pire, il va, s'il fait une rave party en France, il va avoir une amende de 135 €. Ben voilà. Tout est comme ça. Tout est comme ça. Hein, Philippe? Non, mais on est entièrement d'accord. Mais revenons quand même à cette question. Comment est-ce que dans les agents des préfectures, parce qu'il n'y a pas que la justice aussi, il y a Charles Consigny qui a demandé des sanctions. Mais est-ce que les personnes qui font les renouvellements de cartes de séjour, mais qui sont renouvelées automatiquement, comme le disait Eric, c'est la loi du 17 juin 1984. Il faut arrêter le renouvellement automatique. Mais moi, c'est une question que je pose. Pourquoi est-ce que François Mitterrand, cette loi n'a jamais été abolie? Elle a 41 ans. Il faut pas incriminer les agents de catégorie C qui vont mettre les tampons. C'est qu'à un moment donné, il y a des directives, il y a des consignes qui sont données. Nous avons autour de cette table un certain nombre d'amis préfets. C'est eux qui décident ou pas de serrer la vis parce que oui ou non, on leur a donné depuis le ministère de l'Intérieur des consignes qui consistent à dire on serre la vis, on contrôle. Voilà, on accorde moins de titres de séjour. C'est pas plus compliqué. La réalité, c'est que on est permissif. On est à vouloir être humaniste, universaliste, progressiste, de gauche, de droite, de je ne sais où. À la fin de la fin, c'est la porte ouverte à n'importe quoi et on arrive à des exactions telles que celle qui s'est déroulée il y a quelques heures à Marseille. Ouais, et j'ai l'impression que ce ne sera pas fini. Merci beaucoup Olivier d'avoir appelé et merci pour votre témoignage. Allez, tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et avec Majid, dans une commune paisible de Dordogne, le maire instaure un couvre-feu pour les moins de 18 ans. Eh bien oui, Cécile, dans certains petits villages, il y a des limites à ne pas dépasser, comme à Montignac-Lascaux, cette commune de 2700 habitants, censée être très tranquille, qui a vu plusieurs mineurs s'en prendre aux biens publics et privés. Tags, grillages forcés, piscine municipale vandalisée en pleine nuit. Face à ces débordements, le maire prend une décision radicale en août dernier, un couvre-feu pour tous les mineurs de 22h à 6h. Si cela n'est pas respecté, les adolescents sont donc verbalisés, 150 € d'amende et convocation des parents. Pour en parler justement, nous recevons ce soir Laurent Mathieu, maire de Montignac-Lascaux. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Alors, on a été très étonnés quand on a lu cette information, parce qu'on se dit finalement c'est une commune de 1700 habitants, c'est généralement assez calme. Est-ce que ça a basculé? Quand est-ce que ça a basculé chez vous? Alors, si vous voulez, Montignac-Lascaux est une ville calme, mais une ville touristique avec beaucoup de personnes qui viennent l'été. Et nous avons beaucoup de manifestations culturelles, mais également de loisirs. Et avec cela, donc, on attire une grande quantité de jeunes qui viennent s'amuser. Et malheureusement, nous avons aussi les travers, comme en grande ville, des gens qui ne viennent vendre des stupéfiants dans la ville et qui trouvent un nouveau marché. Et donc, si vous voulez, mon arrêté a une double portée, une portée pédagogique pour expliquer aux parents qu'après 22h, c'est dangereux de laisser les adolescents dans les rues. Et rétablir le calme au niveau notamment des terrains sportifs et surtout du voisinage qui se plaignait de ces bruits nocturnes. Et ensuite, si vous voulez, une portée aussi de protection de ces mineurs qui peuvent être confrontés malheureusement à des dealers qui viennent des grandes villes environnantes, notamment de Brive et d'ailleurs. Et qui trouve là un marché facile à convaincre. Voilà, donc c'est vraiment une portée. C'est récent ça, le trafic de drogue chez vous, c'est récent? Oui, c'est très récent. Ouais. C'est apparu il y a quelques mois de ça, en début d'année et au printemps, dès que les touristes sont venus. Je crois que voilà, marché nouveau, c'est ouvert à eux et malheureusement, c'est fou, c'est dingue. À l'assistance des pouvoirs publics, on est obligé de trouver des solutions locales. Ça fonctionne ou pas? Écoutez, ça a fonctionné pour ce qui est du tapage nocturne. Il y a plus effectivement d'adolescents dans la rue, mais de toute façon ils sont rentrés au lycée
Donc ils sont moins. Mais si vous voulez, le risque c'est d'une récidive dès les vacances de Toussaint notamment. Mais ce qui est fou, c'est on disait qu'il y avait plus de villes en France pratiquement sans point de deal, mais une ville de 2700 habitants où maintenant il y a des points de deal, ça prouve que c'est pas un fantasme de dire que le narcotrafic est en train de toucher tout le pays tout entier. C'est pas du tout du fantasme. Hein. Le narcotrafic touche tout le pays. Je me suis d'ailleurs il y a quelques mois de ça, en début d'été, j'ai établi un courrier à la gendarmerie pour leur signifier qu'il était de notoriété publique qu'il y avait des trafiquants à Montignac. Voilà, malheureusement, si vous voulez, le manque d'effectifs, le manque de moyens de nos gendarmeries rurales, hein, on est en milieu rural. Absolument. Merci. Et on arrive à ces extrémités-là. Merci beaucoup. Laurent Mathieu, d'avoir accepté notre invitation, maire de Montignac-Lascaux. Ça ne nous empêchera pas de venir visiter cette belle commune. Merci beaucoup. Absolument. Et la grotte. Enfin, la réplique de la grotte de Lascaux. Absolument. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On reviendra sur Tunis qui dénonce le meurtre injustifié, je cite, de son ressortissant naturalisé, enfin en tout cas neutralisé par la police de Marseille. Allez, vous voulez commenter, c'est facile. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et Philippe David, bien entendu, et Éric Revel, et Sébastien Ménard, et vous au 0826 300 300, en attendant le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Mais on est chez les fous, là. Vous avez deux méthodes de pompage. Ah, d'accord. Vous pompez la chaleur qui est dégagée. Ah oui. J'ai chaud, je ne me sens pas très bien. Vous pompez, vous faites de la chaleur l'hiver. Mais d'abord, il fait pas si froid que ça. Elle est en permanence mal interprétée. De l'actualité. On embrasse Philippe Bilger, bien sûr. On verra demain, d'ailleurs. On verra demain. Éric Revel. Oui, Cécile. Les marchés financiers qui regardent de près la crise politique française. Eh oui, parce que pendant la crise politique, si vous voulez, la crise financière continue, en fait. Il n'y a pas d'arrêt. Alors, moi, je pense que Bayrou a posé le bon diagnostic, même si pendant 50 ans de vie politique, il a participé largement à fermer les yeux sur l'endettement de la France. Mais je pense qu'on est dans une seringue assez piquante. On a une dette, comme vous le savez, de 3300 milliards d'euros. On a un déficit budgétaire, on a un déficit commercial. Et puis, on emprunte sur les marchés financiers. Et alors, ce qui m'a frappé cette semaine, là, il y a quelques jours, c'est que le taux d'emprunt des obligations à 30 ans françaises a atteint 4,5%. Là, ça va rien vous dire, mais c'est au plus haut depuis 15 ans. Donc, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que quand les marchés financiers commencent à vous regarder de travers, c'est pas bon signe parce que vous payez de plus en plus cher l'argent que vous empruntez pour combler votre déficit budgétaire. Et je rappelle qu'aujourd'hui, on emprunte non pas pour faire de l'investissement dans les hôpitaux, on emprunte non pas pour rembourser la dette, on en est incapable, on emprunte pour rembourser les agios de la dette. Les intérêts. Donc on emprunte pour rembourser les intérêts de la dette. Je ne sais pas si vous voyez où on en est rendu quand même. Donc le budget de Bayrou, je ne reviens pas dessus parce que de toute façon le 8 septembre, tout ça part avec l'eau du bain, mais on est quand même devant un problème majeur qu'il ne faut pas du tout minimiser. Alors je ne crois pas qu'on soit... Mais vous en pensiez quoi, vous, de ce budget ? Si vous voulez, dès l'instant où quand même vous augmentez les impôts en gros de 12-15 milliards d'euros et que vous bricolez, parce qu'en fait, François Bayrou, qui a programmé sa dissolution politique pour le 8 septembre, quitte à tomber, il aurait pu tomber sur un budget qui avait de la gueule, qui réformait les dépenses de l'État, par exemple, vous voyez, ou qui posait une question sur les prestations sociales qu'on ne peut plus financer. Je cite quand même ce chiffre. Sécurité sociale, ça parle à tout le monde. Sécurité sociale. C'est le remboursement de nos feuilles de soins. Ouais. Bon. Déficit de la Sécu cette année, 22 milliards d'euros. Dette accumulée par la Sécu, 180 milliards d'euros. Ce qui a fait dire à Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, dans un rapport, qu'on était sans doute en face d'une crise de liquidité. Vous savez ce que ça veut dire, une crise de liquidité ? Ça veut dire qu'on n'a plus de fric, peut-être, à un moment donné, pour vous rembourser vos feuilles de soins. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, si vous voulez, de tous les côtés où vous regardez, l'indemnité chômage, est-ce qu'on peut la financer facilement ? La Sécu, comment on continue à payer ? Le déficit public, comment on continue ? En fait, on est dans une impasse, et je souhaite du courage, quel que soit le Premier ministre qui va arriver, parce qu'il tombera de la même manière, sauf si la gauche nous dit qu'il faut augmenter les dépenses budgétaires de 120 milliards. Bon, et là, la sanction des marchés sera immédiate. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Angleterre ?
Il y a une première ministre qui a essayé de réformer les marchés. Liz Truss. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Elle est tombée, balayée. Voilà. Donc en fait, alors on peut le regretter ou pas, mais les marchés financiers, c'est eux qui nous prêtent de l'argent. S'ils commencent à nous regarder de travers ou à penser qu'on est un peu fragile pour rembourser, eh bien, ça va mal se passer. Merci, Eric Revel. Moi, mon tour de table, ça va être un peu plus léger et un peu plus amusant, à mon avis, parce que là, c'est vrai que c'est assez anxiogène. Voilà. Hier, à Lyon, on a inauguré une place. Alors là, je veux vous lire la plaque. Ici, nous commémorons la libération de Lyon. Le 3 septembre 1945, la première division française libre franchit le pont de l'Homme et de la Roche et rejoint la place des Terreaux. Après de longs mois d'occupation, de répression, de rationnement, Lyon est libérée. Alors, le 3 septembre 45, la guerre était finie depuis 4 mois, puisqu'elle s'était terminée en Europe le 8 mai 45, et même dans le Pacifique, où elle s'est terminée la veille, le 2 septembre 45. Alors, je me pose quand même quelques questions. Est-ce que les gens, avant de faire une plaque, qui coûte quand même de l'argent, la relisent? Ont-ils un peu de culture historique pour se dire que le 3 septembre 45, la guerre étant finie, Berlin était tombé le 2 mai, il était fort étonnant que Lyon soit la seule ville qui soit encore en guerre dans toute l'Europe qui avait été occupée par l'Allemagne nazie. Et alors, l'hommage au général Diego Brosset, le pauvre, il est mort sur le front le 20 novembre 44. Donc le 3 septembre 45, évidemment, il ne pouvait pas être dans la ville de Lyon. Alors je me dis que la culture générale en France devient de pire en pire. C'est bon. Mais je vais quand même remettre... Elle a été changée ? Il vaut mieux qu'il la change, mais le plus drôle, c'était quand même une députée qui s'appelle Ercilia Soudet qui avait parlé sur Twitter de la guerre de 39-46. Non, c'est pas une plaisanterie, c'est vrai. C'est ChatGPT qui le dit. Non, c'est certainement. C'est vrai que c'est assez malheureux quand même. Non, mais c'est dingue. Ne même pas relire une plaque commémorative, c'est dingue. Mais ils s'en sont rendus compte, visiblement. Oui, lors de l'inauguration. Sébastien Ménard, puisque vous êtes là, l'arc républicain ou la mauvaise foi rétrograde des progressistes. Oui, parce vous avez 6 heures. Non, mais c'est un peu dans la lignée de ce que disait Eric Revel, c'est-à-dire que évidemment le 8 septembre, malheureusement, la France va connaître une nouvelle phase d'instabilité institutionnelle et politique. Alors ça va nous faire parler, ça va nous faire travailler, et on en est fort heureux. Et on va évidemment, mes chers collègues, nous reparler de l'arc républicain, c'est-à-dire de celles et ceux qui sont fréquentables et à qui on peut parler pour pouvoir combiner, tripatouiller, pour pas dire magouiller, une majorité parlementaire qui respectable, qui n'existe pas. Alors, je vais peut-être vous étonner, mais parmi l'entourage d'Emmanuel Macron, il y en a qu'un qui disait que tout ça était une fable, était une énorme connerie, c'était moi. Alors évidemment, j'étais ultra minoritaire quand je disais que l'arc républicain va par rapport à ce que l'échiquier politique français est capable de nous proposer. C'est-à-dire que l'échiquier politique, il nous propose des gens qui sont candidats, des gens qui, après avoir été candidats, sont élus. Donc ils appartiennent à l'arc républicain. Voilà, donc de LFI ou pire, jusqu'au Rassemblement national. Et donc, je voudrais envoyer un message à mes collègues élus, futurs élus ou futurs battus, qu'il va falloir quand même accepter enfin et sortir du déni démocratique, que l'arc républicain va aller de ces élus d'extrême gauche, dans lequel je mets la France insoumise, jusqu'à des élus qui sont qualifiés, injustement, c'est pas mon sujet, d'extrême droite. Mais qu'il va falloir définitivement sortir, en tout cas pour respecter plus de 50% des Français, parce que LFI et le Rassemblement national, c'est à peu près aujourd'hui 50% des Français, en tout cas des électeurs, des Français qui se déplacent et qui font l'effort d'aller voter. Et il va falloir les respecter parce que l'arc républicain comprend LFI jusqu'au Rassemblement national. Vous y croyez une dissolution Écoutez, je vois pas comment on échappe à une dissolution. Je veux dire pourquoi. Parce que le gouvernement qui va être nommé, alors ça sera pas le 9 septembre, je vous le dis tout de suite, ça peut traîner. Bayrou va rester Premier ministre démissionnaire. Vous avez des grands dons de devin, quand même. Le gouvernement va... Vous pourriez faire l'émission d'Alexandre de Lovan. Le gouvernement va traiter les affaires courantes, ça peut durer des semaines. C'est ça. Mais le prochain n'aura pas davantage de majorité. Le tripartisme, il est installé à l'Assemblée nationale. Mais à propos du cordon sanitaire, je ne sais pas si vous avez lu cette incroyable interview de Nicolas Sarkozy dans le Figaro. Oui, absolument. Mais alors, parce que justement, l'ancien chef de l'État balaye un tabou, coupe le cordon sanitaire avec le Rassemblement national, puisqu'il dit, c'est la première fois qu'il le dit aussi nettement, il avait reçu Jordan Bardella avant les vacances, rue de Miromesnil à Paris où il a ses bureaux, mais il dit,
Nicolas Sarkozy, que le RN est dans l'arc républicain. Il le dit comme ça. Ça veut dire qu'en fait, il est en train d'amorcer l'union des droits. En fait, il faut juste être dans un déni total. Les électeurs, les anciens électeurs de Nicolas Sarkozy sont aujourd'hui dans des meetings de Jordan Bardella. Et juste un mot très court, Philippe Séguin avait dit il y a 30 ans, le barrage républicain amènera le Front National à 40%. Allez, vous restez. Il est à 30, hein. On n'est pas loin. Allez, restez avec nous. On fait une petite pause. On revient dans un instant. 0826 300 300 si vous voulez bien entendu commenter cette émission. On sera ravis de vous accueillir. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et continuez comme ça parce que vous êtes formidables, tous. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David et autour de cette table, Sébastien Ménard qui est avec nous et Éric Revel. Et tout de suite, l'info en plus avec Baptiste Elémété. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de la santé sexuelle en France. Le nombre de diagnostics des principales IST est en forte augmentation. Et oui, et plus précisément chez les jeunes, 40% des personnes ayant contracté une IST en France ont entre 15 et 24 ans. Le chiffre est affolant, surtout quand on le combine avec un deuxième. Plus de 79% de cette tranche d'âge-là n'a jamais utilisé de préservatif. Ah oui. Ah oui, ça fait beaucoup. Oui. En comparaison avec les chiffres de 2024, les diagnostics des principales infections sont en hausse. 55 000 nouveaux cas de chlamydia, 23 000 de gonococcus ou encore 5 800 cas de syphilis. C'est des nouveaux cas, c'est pas des cas récurrents. Si les chiffres sont aussi élevés, c'est en moyenne à cause de l'augmentation du prix des préservatifs. Une hausse de 15 à 20% par an. Et quelles sont les solutions donc, pour faire baisser ces chiffres ? Eh bien, on en a parlé il y a quelques jours. L'Éducation nationale a mis en place des cours d'éducation à la vie affective pour les plus jeunes et à la vie sexuelle, ce qui va permettre d'éduquer les jeunes sur justement l'utilisation de ces préservatifs. Et ensuite, sinon, pour pallier au prix de la hausse... Pour pallier à la hausse du prix des préservatifs, depuis le 31 mars 2025, les jeunes de moins de 26 ans peuvent se procurer gratuitement en pharmacie une boîte de préservatifs sous présentation de la carte Vitale. Vitale, ouais. Et, pardon de vous poser cette question totalement indiscrète, mais vous êtes habitué aux préservatifs autour de cette table quand vous étiez jeune ou pas, avant de vous marier, ou est-ce que c'était insouciant total? Alors c'était pas la même génération, pas la même société. Mais c'était dans les années 80, c'était la génération SIDA. Donc, absolument. Bon après, en ce qui me concerne, non, parce que j'ai pas eu de multiples partenaires. Mais j'espère que les chiffres que vous citez sont absolument sidérants quand même. Édifiants. Sidérants. D'autant plus que le combat contre le SIDA n'est pas fini. Non. C'est clair. Moi j'ai un peu honte, mais donc je suis d'une génération beaucoup plus contemporaine que vous, monsieur Revel. Pardon. Fallait que je le place. Fallait que je le place. On voit que vous êtes centriste, vous êtes à deux doigts de me traiter de boomer. Non mais oui, vous avez raison, Cécile, parce que je fais partie aussi de cette génération cette génération SIDA, évidemment, qui s'est beaucoup protégée, mais qui a aussi dans des festivités estudiantines, etc., usé et abusé d'une certaine forme de liberté que j'ai payé après. Voilà, c'est-à-dire que à un moment donné, ce que vous citez, jeune homme, on est vite rattrapé en fait, parce que on est vite rattrapé quand on se marie, quand on commence à faire des tests, etc. Puis quand on commence à se rencontrer, à se rendre compte que finalement, il faut toujours se protéger, toujours se protéger, ce que je n'avais pas toujours fait. Absolument. Merci beaucoup, Baptiste Elémété. Tout de suite. Et si vous étiez ministre ? Les vraies voix Sud Radio. Et si vous étiez ministre de l'Agriculture, par exemple, avec Daniel qui nous appelle de Pau. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir. Daniel, agriculteur, producteur laitier. Si vous étiez ministre de l'Agriculture, quelle serait donc cette première mesure ? Alors, je ne sais pas si ce serait la première mesure, mais j'aurais plein de choses à dire. Mais pour moi, la mesure qui serait importante, c'est que ce soit un prix équitable, rémunéré à tous les agriculteurs, et une marge normale du producteur au consommateur. Ça, il faut qu'il y ait une équité européenne et mondiale aussi. Équité européenne et mondiale, mais de toute façon, sans revenu, on ne peut pas vivre. Et l'équité, elle se fera naturellement si tout le monde joue le jeu, toutes les branches de la filière. Éric Revel, on a l'impression que les agriculteurs se battent depuis des années, et j'ai l'impression que malgré tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, on s'enlise.
Oui, et puis je pense qu'il va y avoir un nouveau caillou dans la chaussure, et un gros caillou, puisque vous avez vu que Mme von der Leyen a ratifié le traité du Mercosur. Alors, Emmanuel Macron a dit qu'il ne le signerait jamais. Mais comme l'Italie a dit qu'elle le validerait, la France ne peut plus faire un front uni. Donc, là, on a donné quelques cautions qui me semblent tout à fait insuffisantes. On dit, mais attendez, on compensera les filières qui seront en France, qui seront concurrencées par l'arrivée du bœuf, du poulet, du sucre, etc. Mais c'est pas ça le sujet, pour moi. Enfin, ça en est un pour les agriculteurs. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on va importer des produits qui ne respectent pas les règles qu'on impose aux Français et qui vont être donc des produits dont il faudra peut-être se méfier puisqu'ils ne respectent pas certaines règles sanitaires. C'est ça l'Europe. Ah oui, mais vous vous rendez compte, Ça fait beaucoup, et l'une des raisons pour lesquelles on a signé cela, à mon avis, même s'il y a des traités de libre-échange qui ont été favorables, je pense à celui signé avec le Canada pour certaines filières françaises, faut pas l'oublier, notamment celle du fromage. Mais vous savez aussi, là, le dossier caché, c'est qu'en fait, dans le Mercosur, il y a le Chili, que le Chili est le premier producteur de cuivre, et qu'on a besoin du cuivre pour relier, par exemple, les éoliennes offshore qu'on essaie de nous faire déployer partout, au centre de distribution d'énergie. Donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles on signe. Mais là, on s'occupe pas des agriculteurs, on s'occupe d'autres choses. Et puis, pardon, Madame von der Leyen, elle est élue par personne. Voilà. Et donc, on va être obligé d'apposer notre signature. Eh bien ça peut de nouveau déclencher un mouvement de colère profond des agriculteurs dans ce pays. On va demander à Daniel, par exemple. Oui, mais tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce raisonnement parce que le traité du Mercosur, c'est inacceptable. Et moi, pour revenir, si j'étais ministre, ce serait ça la première raison. Mais le Premier ministre est aujourd'hui peut-être, il fait copain avec des syndicats majoritaires dont je ne voudrais pas parler. Mais c'est tout ça qui est un gros problème aujourd'hui. Et c'est vrai que il y a le pouvoir des lobbies. Le pouvoir des lobbyistes qui est aujourd'hui qui nous assassine, mais aujourd'hui c'est quand même la souveraineté alimentaire qui va manquer dans notre pays et on peut se faire du souci alors qu'il y a des solutions. Et j'avais parlé à Sud Radio déjà de nos solutions que je suis tout juste jeune retraité, mais des solutions sur des produits équitables, il y en a et il faudrait que les ministres, les politiques nous écoutent un peu plus. On va faire réagir Sébastien Ménard très vite. Non, mais là où je suis pas d'accord avec vous, Éric Revel, c'est que, évidemment, comme le dit notre auditeur, c'est quelque chose d'extrêmement important que de défendre une position ferme, et la position du président de la République et la position de la France, même si effectivement il y a un front européen qui ne nous est pas favorable. Le président français a dit qu'il ne signerait pas, Emmanuel Macron ne signera pas les accords du Mercosur. Eh bien, écoutez, on verra que Dieu vous écoute, j'ai envie de dire. Daniel, merci beaucoup en tout cas d'avoir réagi. Vous restez avec nous dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Mais tout de suite, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet, Catherine Bonneau. Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus. Présente. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Bonneau, directrice marketing off et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. On démarre une nouvelle saison ensemble. C'est avec parti. Plaisir. Alors aujourd'hui, justement, pour démarrer cette nouvelle saison, on va parler du patrimoine qu'on construit au fil de la vie. Il y a des moments où il est essentiel de faire le point pour réajuster l'organisation de ce patrimoine. Quels sont, selon vous, Catherine, les grands moments où il faut impérativement prendre le temps pour s'y pencher? Pour moi, il y a 4 moments clés. D'abord, la formation d'un couple. Ensuite, la naissance d'un enfant. Ensuite, les changements dans la vie professionnelle. Et pour finir, je dirais le passage à la retraite. Ce sont 4 moments importants dans la vie où en fait les objectifs changent, la situation personnelle change. Il faut prendre le temps de revoir son patrimoine. Alors on va reprendre toutes les étapes que vous venez de nous évoquer. On va commencer par le premier moment, le moment fort, la formation d'un couple. Quels sont les éléments concrets à prendre en compte? Alors, se mettre en couple, ce n'est pas qu'une histoire d'amour, c'est aussi mélanger des patrimoines. Et en fait, que vous soyez marié, pacsé, ou en concubinage, les incidences ne seront pas les mêmes, qu'elles soient fiscales ou qu'elles soient civiles. En cas de séparation ou de décès, ce ne sera pas la même chose. Par exemple, beaucoup ignorent que si vous êtes pacsé ou en concubinage, vous n'avez aucun droit justement automatique en cas de décès de l'autre. Alors que dans le mariage, vous êtes très protégé, surtout si vous avez le bon régime matrimonial.
Donc il faut penser contrat de mariage, il faut penser clause bénéficiaire d'une assurance vie, il faut penser même testament dans certains cas, si vous êtes en Pacs ou en concubinage. Alors, le couple est installé. Deuxième étape, évidemment, importante dans la vie, l'arrivée d'un enfant. Ça change la donne. Alors, ça change tout. Un enfant change tout. C'est même l'un des déclencheurs les plus importants. Là, on va penser avenir, on va penser sécurité financière. Alors, sur le plan financier, on peut commencer très tôt par ouvrir déjà un compte épargne pour son enfant. Et il faut savoir qu'on peut ouvrir aussi un contrat d'assurance vie dès la naissance de l'enfant et potentiellement lui adjoindre un pacte adjoint pour protéger en fait les sommes qui seront investies jusqu'à la majorité de l'enfant. Ensuite, on peut investir dans la pierre avec l'idée de lui transmettre bien plus tard. Et en fait, dès le début, on peut commencer très très vite à construire une stratégie de transmission sur le long terme. Alors, vous avez parlé de changement professionnel comme moment clé également tout à l'heure. Oui, tout à fait, parce que un nouveau poste, une démission, le fait de se mettre à son compte, tout ça, ça va avoir des impacts sur vos revenus, sur la protection sociale et du coup sur votre capacité d'épargne. Et en fait, au-delà du montant des revenus, c'est surtout la sécurité des revenus qui va être importante et qui peut évoluer selon les choix professionnels. Et les solutions à mettre en place ne seront pas les mêmes selon que vous avez des revenus certains, fixes, ou des revenus variables, voire complètement incertains. Il va aussi être important de se pencher sur son régime matrimonial, si vous vous mettiez à votre compte. Et ensuite, il faut aussi savoir que votre situation professionnelle aura un impact sur votre pension de retraite plus tard. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Alors la vie s'est écoulée, on en arrive à une autre étape, c'est celle de la retraite. Moment important que vous avez mentionné également. On pense souvent qu'il est trop tard pour faire des ajustements. Alors pas du tout. Et en fait, c'est même un moment très important. Ouais. Alors je reviens juste un petit peu en arrière. La retraite, il faut vraiment l'anticiper et y penser au moins 10 à 15 ans avant la date de passage à la retraite. Donc pour revenir au moment du passage à la retraite, là, beaucoup de choses changent. Les revenus en général baissent, mais les besoins et le projet de vie changent aussi. Donc il faut s'ajuster. On va moins parler de croissance, on va plus parler de revenus réguliers. Et là, il va être judicieux peut-être de sécuriser un peu plus les placements financiers qu'on peut avoir pour privilégier un peu plus la sécurité et la liquidité. Ensuite, ça va aussi être le moment d'organiser ou d'optimiser sa succession, à la fois pour des raisons fiscales et pour éviter d'éventuels conflits familiaux plus tard. Donc, on peut envisager des donations de son vivant pour réduire les droits de succession. Et bien sûr, il faut utiliser à plein l'outil de l'assurance vie avant ses 70 ans. Alors, en résumé, les 4 étapes dont vous nous avez parlé, couple, enfant, carrière, retraite, sont des moments où il faut appuyer peut-être sur pause, faire le point et se poser les bonnes questions. Exactement. Le patrimoine évolue avec la vie et il faut le piloter régulièrement, surtout à ces étapes charnières. Et prendre le temps de le revoir, c'est vraiment protéger ses proches et c'est anticiper son avenir et donc se réserver un avenir qui sera meilleur. Et si on ne sait pas trop, il faut ne pas hésiter à faire appel à un professionnel de la gestion de patrimoine, on est clair. Exactement. Merci Catherine, et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. De quoi parle-t-on, Philippe ? Eh bien, il y a quelques instants, je parlais du problème de culture générale de certains politiques. Je crois que Sofia Chikirou a un gros problème avec le concept de démocratie. Et vous allez comprendre pourquoi. On en parle dans un instant. Éric Revel est avec nous, Sébastien Ménard et vous, au 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus. Et Philippe David, bien entendu, pour m'accompagner. Et je rappelle la question du jour dans quelques instants. Juste après le coup de gueule de Philippe David, le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de France a été convoqué à Tunis. Le meurtre de l'assaillant, jugé injustifié par le pouvoir tunisien. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300. Vous pouvez nous rejoindre jusqu'à 20h. Tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Un village coupé en deux entre le 11e et le 20e arrondissement de Paris, connu sur la carte électorale comme la 6e circonscription de la capitale. Pourquoi la 6e circonscription de Paris ? Parce que la députée de cette circonscription s'appelle Sofia Chikirou et qu'elle a tenu hier soir dans l'émission Quotidien des propos purement et simplement surréalistes. On écoute ceci. Juste une question très simple. Est-ce que la Chine est une dictature ?
De mon point de vue, et selon les règles, moi je ne considère pas que la Chine est une dictature. La Chine est un système politique à parti, d'ailleurs il y a 8 partis, donc c'est même pas un parti unique, mais un parti dominant qui est le Parti communiste chinois. Il y a un système politique où il n'y a pas un seul homme qui dirige la Chine. Et la critique du régime est impossible. La critique du Parti communiste chinois est impossible, mais après vous pouvez critiquer des mesures qui sont prises, des propositions politiques qui sont faites. Vous avez bien entendu, pour la députée LFI, la Chine n'est pas une dictature. Pourtant, depuis l'arrivée des communistes au pouvoir en 1949 avec Mao Tse-tung, il n'y a jamais eu la moindre élection démocratique. Plus cocasse, si pour Sophia Chikirou, la Chine n'est pas une dictature, ce n'est pas ce que dit l'article 1 de la Constitution chinoise du 4 décembre 1982, qui qualifie le régime de, je cite, « État socialiste de dictature démocratique populaire, dirigé par la classe ouvrière et basé sur l'alliance des ouvriers et des paysans ». Vous apprécierez l'oxymore dictature démocratique. Pour les 8 partis politiques dont parle Sophia Chikirou, il y a bien 8 partis mineurs, mais qui sont tous sous la direction du Parti communiste chinois. D'ailleurs, comme le dit à juste titre Sophia Chikirou, on ne peut pas critiquer le Parti communiste chinois, mais on peut critiquer des mesures politiques prises. Le seul problème est qu'en cas de critique, on peut finir au laogai, qui signifie camp de rééducation par le travail, surnommé le goulag chinois, en prison, voire avec une balle dans la tête dont la facture sera envoyée à votre famille, comme des milliers d'étudiants qui avaient osé braver le régime au printemps 89 lors du printemps de Pékin, réprimé dans le sang. On aimerait d'ailleurs savoir ce que pense Sophia Chikirou des violences policières en Chine, elle qui est si prompte à les dénoncer en France. Mais ce n'est pas tout, on écoute ceci. La liberté d'expression en Chine est aussi menacée, à mon avis, que celle qu'on a en France. Aujourd'hui, c'est compliqué de parler de liberté d'expression en France et de donner des leçons sur la liberté de la presse, la liberté d'expression, quand on a vu ce qui se passe. Vous placez les deux au même niveau? Je m'en fous, je ne fais pas de hiérarchie. Il y a une hiérarchie quand même. Vous avez bien entendu, la liberté d'expression est autant menacée en Chine qu'en France, ce qui prêterait à rire si ce n'était tragique. On est heureux de payer plus de 7 000 € par mois une députée pour débiter de telles âneries. Mais comme disait l'écrivain et journaliste Henri Janson, en France, le ridicule ne tue pas, on en vit. Excellent. Ouais, Eric, excellent. Alors moi, vous savez, j'ai toujours des difficultés à souligner les absurdités de ces députés LFI parce que je me dis que je leur fais de la pub, en fait, vous voyez. Mais vous avez, je dis pas ça pour vous, Philippe, hein, mais je pense aussi à d'autres députés comme Madame Rousseau, vous voyez, qui est Ercilia Soudet. Mais là, mais Rousseau, elle est écologiste. Hein. Oui, mais ce que j'ai entendu là, si vous voulez, de Madame Chikirou, c'est juste, sidérant. En Chine, vous n'êtes pas d'accord avec le régime, vous disparaissez. C'est arrivé à plein de, même à des sportifs, tiens. C'est même arrivé à des sportifs. Et même à des très grands patrons. À des chefs d'entreprise. Voilà, des grands patrons. Il n'y a pas réellement de liberté, par exemple, elle ne doit pas le savoir, mais il n'y a pas de liberté de l'Internet en Chine. C'est un intranet, en fait. C'est comme dans une entreprise, mais c'est à l'échelle de la Chine. Il n'y a pas Google. Hein. Tout est vérifié, il n'y a pas Google. Donc tout est vérifié, tout est épluché. Bon. Non, mais c'est simplement... Enfin, je vais pas le qualifier de trop méchamment, Philippe, mais je pense... Enfin, je ne comprends pas qu'on puisse tenir de tels propos. Ou alors, c'est juste pour faire du buzz. J'en sais rien. Mais c'est d'une absurdité totale. Elle n'a jamais été en Chine. Moi, je me souviens d'un reportage qu'on avait fait en Chine à l'époque où on avait délocalisé l'antenne d'LCI là-bas. Je peux vous dire que pour filmer à tel endroit... Pour interroger des gens, il fallait avoir des papiers officiels. Vous étiez obligé de vous rendre à un endroit précis dans la télévision publique chinoise pour avoir ces papiers, signaler que vous étiez sur place. Et un jour, on a fait un tournage où on n'avait peut-être pas demandé l'autorisation. Immédiatement, les flics sont venus. Donc, Madame Chikirou, elle trouve que la liberté d'expression est du même niveau en France et en Chine. Mais c'est d'une connerie absolument hallucinante. Avec Sébastien, on connaît bien la Chine. Oui, on a un peu travaillé là-bas. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant les conneries, parce que, pardonnez-moi, hein, mais les conneries déblatérées par Chikirou et d'autres, mais c'est surtout l'audience. C'est l'audience que ces énergumènes pour certains... Ce qui est fou, pardon, dans l'interview, c'est qu'il y a assez peu d'opposition, en fait. Non, mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je dis, Cécile, c'est que c'est l'audience qu'on leur donne, c'est l'écoute dont ils peuvent bénéficier, et puis surtout Chikirou est l'une des rares personnalités LFI non contestée, parce qu'incontestable, dû à son hyper-proximité avec Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est ça le vrai sujet. C'est comment des gens peuvent raconter de telles conneries, et en plus, comment on peut leur donner un tel crédit.
Voilà, ils sont députés de la République française, rappelons-le. Ça restera pas dans les annales, en tout cas, cette réflexion. Merci beaucoup, Philippe David. Hein, j'aime bien râler, vous le savez. Oui, je sais que vous aimez bien râler. Non, mais le papier est excellent, Philippe. Si je peux me permettre. Il est très bon, Philippe. Alors, je reviens pas. Vous m'aviez prévenu, mais là, je reviens pas. Je vais avoir du mal à m'en remettre jusqu'à la fin de l'émission. Je passe au contrôle antidopage, c'est ça le message. C'est un peu ça, oui. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On reviendra avec Rémi André. On va parler de l'eau, bien sûr, parce que il y a beaucoup de municipalités aujourd'hui qui font un travail formidable avec l'eau. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David, bien entendu, Éric Revel et Sébastien Ménard, on avait envie de parler de l'eau. Vous savez que l'eau devient un bien rare. Pardon ? Qu'est-ce qu'on me dit ? Avant, il y a le second débat avec la question du soir. Oui, mais... Vous avez raison. Non, mais bien sûr. Ah oui, vous avez raison, on était en train de... Je me disais, dis donc... Le maître des horloges. Les vraies voix, c'est Maxime. Heureusement qu'il est là. Mais c'est vrai, Maxime, je me disais, c'est dingue. Il nous reste du temps quand même. Oui. On était en train de discuter. Voilà, c'est de ma faute. Oui, vous avez raison. La question du soir. Tunis qui dénonce le meurtre injustifié de son ressortissant neutralisé par la police de Marseille. Et à cette question, meurtre injustifié par le pouvoir tunisien, ambassadeur convoqué, est-ce une provocation contre la France ? Vous dites oui à 97%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Heureusement que vous êtes là, Maxime. Mon Dieu. Il faisait l'objet d'un criblage dont il ressortait que l'individu n'apparaissait pas radicalisé, mais souffrant de troubles psychiatriques. Je suis assez effaré que pour ce gars qui manifestement n'était vraiment pas un cadeau pour notre pays, on lui ait fait un titre de séjour jusqu'à 2032. Moi, je trouve qu'on devrait retrouver l'agent qui a délivré le titre de séjour à ce garçon et lui demander des comptes. Les vraies voix Sud Radio. Alors voilà, quelle position de la France vis-à-vis de Tunis, de la Tunisie, Éric Revel, aujourd'hui? C'est-à-dire que on a l'impression que ces injonctions systématiques entre l'Algérie, la Tunisie, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la France n'est plus respectée, que le président de la République ne compte pour rien sur l'échiquier international, qu'on s'est fait sortir de l'Afrique à coups de pied dans le derrière, alors qu'on a protégé les populations avec d'ailleurs le sacrifice de soldats français, qu'on les a protégés contre la montée de l'islamisme, que on nous a expliqué pendant des mois que Boualem Sansal, il fallait laisser la diplomatie souterraine en douceur régler ce problème, et on s'aperçoit qu'on est humilié de toutes parts. Alors, la France est devenue le paillasson de beaucoup de pays. L'Algérie, c'est évident. Le président Sayed en Tunisie fait ça aussi, j'imagine, avec un but, j'allais dire, d'apaisement, parce que le pays est quand même en ébullition en Tunisie. C'est un pouvoir très fort, donc je pense qu'il y a un message pour la diaspora tunisienne en France aussi. Mais un type qui donne 5 coups de couteau, qui est condamné à 4 ans de prison, je le répète, qui était violent avec sa femme, elle avait peur qu'il la tue, qui a agressé à coups de couteau son neveu, qui s'en est pris aux policiers sur les images, on le voit. Il fallait quoi, que les policiers l'attrapent avec un filet à papillon? Voilà, ça n'a pas de sens. Sachant que... Mais si vous voulez, ce qui est le plus grave et qui me fait le plus de mal, c'est que la Tunisie nous donne des leçons. Et que la réponse molle, comme on pouvait s'y attendre de la France vis-à-vis de la Tunisie, montre que là, on a la trouille. On a la trouille de quoi, en fait? On a la trouille que les gens qui sont de manière légale ou illégale sur ce terrain, et je ne stigmatise pas, se révoltent. Mais vous savez, on pense qu'en agissant ainsi, on évitera le pire. Non, on aura le pire et le déshonneur de n'avoir rien fait avant. Avec les mesures qu'ils vont prendre pour préserver les droits du défunt et ceux de la famille, rapatrier le corps, enfin voilà, il y a tout un cérémonial dans la prise de décision. Sébastien Ménard. Moi, je vous trouve, Éric Revel, intellectuellement incomplet. Et je vais me permettre de dire, non mais pas tout à fait honnête.
Allez-y, je vous écoute, monsieur macroniste. Ce qui se passe aujourd'hui au Maghreb, à l'exception du Maroc, ce qui se passe en Afrique... Je rappelle que Macron nous avait aussi fâchés avec le Maroc. Mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Vous pouvez le remercier. Mais il avait réussi l'exploit qu'on soit fâché avec les 3 pays du Maghreb. Ce qui historiquement n'était jamais arrivé et aujourd'hui, on est plus que réconciliés et plutôt bien introduits, en tout cas sur les marchés du moment et les marchés de demain, dans le pays qui tire un peu le Maghreb vers le haut, à savoir le Maroc. Voilà, donc je referme la parenthèse. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est pas la conséquence des rendez-vous manqués d'Emmanuel Macron. Non, ça fait 20 ans que vous avez tout un continent qui veulent virer les anciennes présences coloniales ou post-coloniales. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez le Cameroun, regardez le Bénin, regardez. Donc aujourd'hui, quelque part, le coup de menton de la Tunisie, pour moi, est insignifiant, totalement insignifiant, surtout sur la base de ce que vous racontez. C'est une humiliation. Mais c'est une humiliation, mais c'est ridicule. Un petit peu quand même, Sébastien, vous pouvez pas dire le contraire. Mais c'est ridicule. On voit bien que la Tunisie essaye de mettre un coup de menton parce que c'est à la mode, parce qu'il y a effectivement des rendez-vous électoraux à venir et que le sentiment anti-français, ça fait pas plaisir de dire ça. Ça fait pas plaisir de l'entendre. Mais que le sentiment anti-français, c'est pas un sentiment anti-Macron, c'est un sentiment anti-français qui se distille, qui est aussi attisé par d'autres puissances étrangères en Afrique. Mais c'est ça la réalité. C'est cette réalité. Je vous rappelle le comportement du chef de l'État français dans des voyages en Afrique récemment. Allez-y, appuyez là où ça fait mal. Vous me dites qu'il y a un sentiment anti-français, qu'il n'y a pas de sentiment anti-Macron. Je vous rappelle que dans une conférence de presse dans un pays, il fait chaud dans la conférence de presse. Le président qui donne cette conférence de presse avec le chef de l'État français s'est absenté les climatiseurs. Et il dit, mais il est peut-être parti régler la climatisation. Alors oui, c'est super diplomatique, super fin, super agréable. Si on veut entretenir le sentiment qui a l'air d'être le principal chez vous, c'est-à-dire le sentiment anticolonialiste, on ne peut pas faire mieux. Donc Emmanuel Macron, il est quand même responsable. Mais je ne dis pas qu'il a tout bien fait, mais il y a quand même, on ne va pas dire que l'Algérie, elle est friendly avec la France et avec les différents présidents français. Voilà, depuis Chirac, franchement gâté depuis Chirac, Bouteflika, il n'y a plus rien. On le sait très bien. Voilà. Il y a quand même une réalité. Quand on voit comment l'Algérie se comporte vis-à-vis de nous, notamment sur Boualem Sansal, et quelqu'un qu'on oublie systématiquement, le journaliste de Christophe Glaze, de SoFoot, inutile de nous dire que quand on voit la fameuse riposte graduée de Jean-Noël Barrot... Mais tout ça est ridicule, vous avez raison. C'est totalement ridicule. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui... Voyant l'Algérie nous humilier, la Tunisie se dit, tiens, on pourrait peut-être les humilier. Mais la Tunisie Attendez, je termine. Oui. La Tunisie se ridiculise en même temps. C'est ce que je dis. Son ressortissant qui poignarde plusieurs personnes et qui se fait abattre par les policiers et qui, en fait, il se calque sur Europe Écologie Les Verts, dont un porte-parole national a osé dire, mais pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas d'armes à feu, les policiers ne l'ont pas désarmé. La police tue. Permettez-moi de vous dire que, imaginons que les policiers essayent de le désarmer, mais qui tuent un policier d'un coup de couteau. D'accord ? Qu'est-ce qu'on aurait dit ? Donc, inutile de dire que les gens d'Europe Écologie Les Verts se sont ridiculisés, ça c'est comme une réalité, mais que la Tunisie, en voulant ridiculiser la France, s'est ridiculisée elle-même. Tout à fait. Donc, en fait, tout le monde sombre dans le ridicule. Mais Éric Revel a raison sur un point, la perte d'influence de la France. Alors, notre précaré de l'Afrique, désolé, mais c'est comme Capri, c'est fini. Et aujourd'hui, la France ne compte plus au niveau international. On l'a vu notamment lors des négociations avec Trump pour le libre-échange, où tout a été décidé par l'Allemagne avec quelques pays, et où la France n'a même pas été sauf que la France aujourd'hui, elle est la seule hyperpuissance en Europe à tenir la dragée haute à Trump, quoi que vous en disiez, et à Poutine. Hyperpuissance uniquement par une chose, deux choses, la plaque Conseil de sécurité et l'arme nucléaire. Mais je tiens à dire que je tiens surtout pas à ce qu'un jour un de nos présidents utilise l'arme nucléaire. Vous avez raison aussi. Parce que ça voudrait dire que ça va vraiment très très mal. Sébastien, j'ai pas en mémoire que ce soit arrivé avant ce qui est arrivé à Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'un ambassadeur, fût-il ambassadeur des États-Unis, envoie une lettre en recadrant le président de la République française. Mais on sait très bien qu'il est l'instrument du secrétaire d'État américain. Je termine. Et même peut-être de Trump. Enfin, Emmanuel Macron a voulu nous faire croire pendant des semaines et des semaines que les humiliations qu'il subissait de la part de Trump étaient des marques d'affection. Au moins là, il a vu que c'était pas une marque d'affection. Et non seulement il a recadré le président de la République française, mais il s'est même pas déplacé, il a envoyé le chargé d'affaires américain. Vous vous rendez compte ? Moi, j'ai jamais vu un président de la République française se faire traiter de cette manière, et je le regrette, parce que c'est le président de la France. Allez, direction Rémi André qui est avec nous, avec l'idée qui marche. Les vrais
vraies voix Sud Radio. Et cette idée qui marche, c'est la réutilisation de l'eau par les municipalités. Effectivement, de l'eau qui est très précieuse, certes, pour rafraîchir parfois le climat. Le réchauffement climatique sur le plateau, c'est Eric Revel, je l'ai. Mais en plus, il est vrai que l'eau Depuis le début, aujourd'hui, c'est jamais de votre faute, Sébastien. Évidemment. L'eau est devenue tellement précieuse un petit peu partout, et on le voit bien cette année, une grosse sécheresse où nous avons parfois de l'eau en sous-sol, mais elle n'est pas disponible. Et donc, ce qui fait que nous avons des restrictions d'eau sur une grande partie de notre territoire. Et depuis quelques années, depuis maintenant une vingtaine d'années, rappelez-vous, depuis 2003 en fait, depuis ce temps-là, eh bien, on réfléchit partout comment peut-on économiser l'eau, et c'est à la municipalité qui, aussi bien ou mieux que l'autre, pourra d'une part en dépenser moins, d'autre part en récupérer plus, ou la retraiter pour pouvoir la recycler. Donc là-dessus, nous avons des exemples, on va dire assez précis, mais surtout sur cette récupération des eaux de piscine. Vous savez que les piscines, on en a tellement en France que c'est un petit peu dommage, mais beaucoup d'eau dans les piscines repart dans les égouts, où elle est pas toujours retraitée évidemment, et c'est une perte en eau considérable. Vous prenez la commune de Villeneuve-Saint-Georges, par exemple. Eh bien, tout comme d'autres communes depuis 20 ans, elle récupère l'eau de débordement de ces piscines. C'est-à-dire que quand vous faites un plongeon, et bam, c'est tout à fait. Et au lieu de laisser partir tout ça aux égouts, eh bien, c'est récupéré. Et ensuite, eh bien, avec ça, on peut laver les rues, on peut arroser les espaces verts, et cela fait gagner, mais attention, sur des villes aussi grandes que celle-là, sur l'année, ça peut dépasser les 100 000 euros d'économie. Qui, d'une part, permet d'économiser l'eau, mais d'autre part, il y a également des économies au niveau des liquidités. Vous voyez, Cécile, plus on est en surpoids, plus on est écolo, parce que quand on saute, on fait plus de vagues et donc on fait plus d'économies d'eau. Ah, d'accord, c'est ça. Vous qui me critiquiez tout le temps pour mon léger embonpoint. Je ne savais pas que c'était ça. Ça, je comprends mieux maintenant. Merci beaucoup, Rémi André. Merci beaucoup, Sébastien Ménard. Merci beaucoup, Eric Revel. Dans un instant, merci à vous. Magali Berda sera avec nous. Elle va prendre votre place. Bonsoir Magali, comment ça va bien? Bonsoir. Magali. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va et vous? Ça va. Très bien. Voilà. On vit pas dans la même France. On vit pas dans la même France. J'ai envie de vous dire. J'ai vraiment hâte ce soir parce que c'est une émission très sympa. On reçoit Arnaud Murdiac, qui est maire de Briançon, en face de Mélanite, que vous... Tu connais Mélanite, Cécile? De nom, mais je... C'est le choc des cultures, j'adore ça. Eric Revel, qui est cette Mélanite? C'est une ampoule? Non. Mélanite, c'est une influenceuse extraordinaire qui a fait des études de notaire. Je crois même qu'elle est notaire. Vous allez voir, elle va vous surprendre. Et on va parler du vote de confiance. Qu'est-ce qui se passe lundi? Et on va parler à nos auditeurs pour leur expliquer ce que c'est le vote de confiance, toutes les questions qu'on se pose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous fait M. Bayrou? Et rappelons que lundi, on sera en édition spéciale de 20h à 21h. On vous vole votre place lundi. Puisque le gouvernement risque d'avoir quelques petits soucis. Quelques petites défaillances. Donc, on vit pas dans la même France. 0826 300 300 si vous voulez participer avec cette émission avec Magali. Elle sera ravie de vous accueillir à l'antenne. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et nous, restez avec nous dans un instant. On va vous parler de Xpeng. Vous savez, cette marque chinoise qui déboule en France, mais à vitesse grand V avec des nouveaux modèles. Et puis, on vous expliquera avec l'assureur Léo Kerr que la voiture est soi-disant pour 74% des Français, une voiture et un objet de luxe. On en parle dans un instant. Vous pouvez réagir aussi. On vous attend jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.